cette nouvelle webconférence. Bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle webconférence pour parler toujours de phytothérapie. Alors bonjour à tous, moi c'est Guillaume Créter, je suis pharmacien et président de l'Association francophone de phytothérapie. Et notre but justement, c'est de relier la nature à la science et d'essayer de mettre en avant à chaque fois des personnes qui ont œuvré pour la phytothérapie pour vous faire un peu découvrir que ce soit des médecins, que ce soit des pharmaciens ou des personnes, des agriculteurs qui ont œuvré pour ça. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir invité le docteur Carion, qui est médecin généraliste de terrain, qui a plus de 35 ans ou je ne sais pas combien, plus de 30 ans d'expérience et qui est en même temps spécialiste en phytothérapie et qui s'est occupé justement de rédiger au moins 3 livres de référence sur l'endobiogénie et sur une médecine clinique intégrative. Donc, je te laisse te présenter. Alain. Voilà, oui, je suis donc médecin généraliste, orientation phytothérapie. Alors, j'ai eu la chance de connaître, de tomber dans la marmite de la plante médicinale dès le départ. Et j'ai eu la chance de connaître le docteur Valnet, que vous connaissez probablement. Et c'est en fait le médecin qui a ressorti de l'ombre la plante médicinale pour le remettre dans une perspective scientifique et médicale. Ça, c'est tout à fait important. Et avec d'autres médecins, donc notamment les docteurs Durafour et Lapraz et puis d'autres, il a créé en 1975 la SFPA, qui est la Société française de phytothérapie et d'aromathérapie, dont j'ai fait partie, et qui a mis en place tout un ensemble de travaux, de séminaires, enfin, etc., pour justement développer cette approche médicale et scientifique de la plante médicinale. Et puis, au bout d'un certain temps, notamment le docteur Durafour a pensé que, bon, il y avait l'outil plante médicinale qui est tout à fait important, mais également le terrain, entre guillemets, sur lequel elle va officier, si on peut dire comme ça. Et le problème, c'est qu'à l'époque, la notion de terrain était un terme très galvaudé, il y avait beaucoup de définitions très, très différentes les unes des autres, et c'est ce qui posait vraiment problème. Et ce qui fait qu'on en parlera tout à l'heure, c'était vraiment important de bien définir le terrain, non plus en fonction de la thérapeutique, parce qu'il y avait le terrain en homéopathie, le terrain en acupuncture, sur le plan classique, il y avait le terrain de la personne âgée ou de la femme enceinte, etc. Mais de définir le terrain en fonction de la physiologie, justement, quelle que soit la thérapeutique. Et c'est là qu'il a créé la société, la SFEM, donc la SFPA est devenue la SFEM, la Société française d'endobiogénie et de médecine, et de manière à pouvoir développer cette notion éclaircir vraiment cette notion de terrain au niveau de la physiologie. Ça, on en reparlera un peu tout à l'heure. Hein. Alors, au niveau de la SFEM, il y a eu bien sûr des groupes de travail, de réflexion, et c'était vraiment cette approche systémique et intégrative de la physiologie qui était tout à fait importante, avec une notion de relativité et donc de dynamique. Hein. Et c'est là qu'est venue la théorie neuroendocrinienne du terrain, qu'il appelait endobiogénie. Donc ça, on en reparlera dans quelques instants également. Hein. Alors c'est important de définir justement cette notion de terrain, parce que c'était employé un petit peu n'importe comment. Alors après, j'étais donc responsable, on a repris, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits au niveau de la SFEM. On était en groupe d'une quinzaine, d'une vingtaine de médecins, où on faisait des séminaires, des réflexions autour de ce thème pour faire avancer la réflexion. Et voilà, ce fait qu'au bout d'un certain temps, on a repris la formation et le docteur Durafour m'a confié les responsabilités de l'enseignement sous son contrôle, bien évidemment. Et c'est ainsi qu'on a développé des formations en France, bien évidemment, mais également à l'étranger, dans plusieurs pays, et notamment au Mexique et en Tunisie. Par exemple, en Tunisie, on y est depuis 1990, et il y a, par exemple, actuellement, un CEC d'endobiogénie de phytothérapie clinique à la faculté de médecine, et ce qui fait que c'est une pratique qui est reconnue au niveau du Conseil de l'ordre. Donc ça, c'est quand même tout à fait important par rapport à la France. Hein. Donc voilà un petit peu, en gros, le profil de mon parcours. Et actuellement, en fait, là, je me suis
mis dans la direction et la coécriture d'ouvrages plantes médicinales pour préserver ces fondamentaux, d'une part, mais également pour faire passer ce message d'une manière très concrète et très pratique, notamment au niveau du lecteur novice qui n'a pas forcément les prérequis, mais enfin donc c'est important de donner ces informations-là. C'est important. On voit un petit peu en gros le parcours. Alors, merci pour toutes ces informations qui sont très riches. Alors, Alain, une question, c'est justement, tu as parlé de plusieurs pays qui, depuis longtemps, font ce qu'on appelle la médecine intégrative, c'est-à-dire qu'ils utilisent un peu la médecine traditionnelle et la médecine qu'on peut appeler moderne, mais on semble le découvrir en France. Alors, qu'est-ce que c'est exactement et quelle est ta définition à toi de cette médecine qu'on appelle intégrative? Alors, je crois que c'est important parce que c'est un thème, enfin, c'est un volet qui est tout à fait fondamental, mais c'est important de bien définir le langage, enfin, au niveau des concepts. Alors, la médecine dite intégrative, qui vient des États-Unis d'ailleurs, donc c'est tout à fait intéressant, mais en fait, c'est un rassemblement d'outils, c'est l'intégration de divers outils thérapeutiques dans la caisse outils, si on peut parler comme ça, du thérapeute. Bon, ça c'est fondamental et ça permet d'avoir à ce moment des outils complémentaires et c'est une très bonne chose en soi, en tout cas, à condition bien sûr que dans ces outils, entre guillemets, il y a quand même un tri à faire et de faire attention qu'il n'y ait pas de philosophie diverses ou variées qui soient incluses dedans. Les philosophies peuvent être intéressantes, mais là, c'est au niveau individuel. C'est plus du tout au niveau, de la thérapeutique de chacun. Donc, c'est d'intégrer également, éventuellement, le contexte, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau climatique, au niveau psychologique, etc. Là aussi, c'est une intégration importante, mais selon quelle conception de la physiologie? Alors, ce qui est important, c'est que cette confusion vient surtout du terme anglais médecine. Hein. Donc là, ce qui est important de voir, c'est que l'intégration des divers outils thérapeutiques, qui est importante encore une fois, mais ce n'est pas un raisonnement, ce n'est pas un raisonnement intégratif. C'est l'intégration des outils. Et après, il va y avoir donc il y a la phytothérapie, qui n'est pas une médecine en tant que telle, mais qui est un outil thérapeutique. Et dans la phytothérapie, comme vous savez, il y a également l'aromathérapie, la chimiothérapie, etc., qui sont aussi des outils. Hein. Alors que la médecine, elle, est une discipline, ce n'est pas un outil, c'est une discipline, et qui va étudier la fonctionnalité donc, de l'être humain. Et donc c'est une connaissance, c'est un raisonnement. Alors ça, c'est important de faire la distinction entre l'outil et le raisonnement dans cette notion d'intégration. Et c'est là qu'il y a un petit peu des confusions par certains, notamment dans cette notion de médecine dite intégrative. Alors, intégrer les outils, oui, bien évidemment. Et après, il y a un raisonnement intégratif, qu'on verra tout à l'heure, qui est tout à fait autre chose. Hein. Et ce raisonnement intégratif, en fait, il va expliquer très rapidement les liens respectifs entre les différents systèmes du corps humain. Hein. Donc c'est un tout, on reviendra là-dessus un peu plus tard, et la gestion de ces différents éléments lors des nécessités adaptatives de l'organisme. Et c'est là qu'il y a une proposition de réflexion intégrative de la physiologie, ça c'est le raisonnement, donc c'est le raisonnement de la physiologie qui va donner à ce moment-là les modalités les régulations de la réponse adaptative par rapport à l'équilibre de l'organisme. Donc bien distinguer l'intégration des outils et le raisonnement intégratif qui est tout à fait autre chose. Donc là, on voit que c'est très intéressant parce que en écoutant ce qu'on dit, c'est que on n'est pas du tout dans la caricature qu'on peut avoir comme on peut avoir ces derniers temps avec en disant que la phytothérapie, en faisant un amalgame avec d'autres médecines sans preuve, ne sont pas dans la médecine conventionnelle parce qu'en fait, la médecine conventionnelle, c'est un raisonnement et c'est pas une question d'outils. Et après, les outils sont bons ou mauvais. Et comme tu dis, justement, c'est une question d'utilisation. On peut faire une arme avec un couteau ou on peut également Alors, on peut, les enfin, partiner. Donc voilà. justement,
Là, juste pour compléter le début là, que tu viens de dire, c'est qu'on peut prendre un exemple. Bon, il y a une allergie. Bon, on va remplacer une molécule antihistaminique, par exemple, par une plante. Donc, pourquoi pas, qui a des propriétés antihistaminiques, comme la pensée sauvage, comme le plantain, etc. Hein. Ou un anti-inflammatoire, on va le remplacer par une plante anti-inflammatoire. Bon, ça, c'est la première marche symptomatique, qui est tout à fait importante, mais c'est tout à fait insuffisant. Bon, d'où le raisonnement intégratif qui va aller chercher la cause de l'hyperhistaminémie. Bon, l'hyperhistaminémie n'est que conséquence. La maladie n'est que conséquence, c'est pas la cause. Oui. Donc il y a le raisonnement sur l'outil, et le volet sur l'outil et le raisonnement général, où on va chercher pourquoi il y a eu une hyperhistaminémie qui fait que voilà. Donc c'est d'aller plus loin que le simple traitement symptomatique. Hein, voilà. Et alors, est-ce Alors, qu'on au ne peut niveau, pas aller plus loin en disant justement qu'il n'y a qu'une seule médecine et que justement, pour pouvoir partir en utilisant un outil ou un autre, il faut d'abord poser la base par un diagnostic et c'est pour ça que on doit partir, comme dans la médecine qu'on dit complètement. moderne, par un raisonnement. Et il faut même que la médecine moderne évolue parce que la médecine moderne est plus sur le côté symptomatique Voilà. que vraiment cette intégration qui est vraiment propre à la fois à la phytothérapie avec un développement qui est beaucoup plus poussé justement dans les théories de Laplace et du Dufour sur l'endobiogénie. Voilà. Alors, au niveau de cette histoire de couteau de cuisine, j'aime bien cette métaphore parce que on peut l'utiliser dans des tas de domaines, pas uniquement dans la médecine. Hein. C'est la confusion entre l'outil et l'utilisation de l'outil. Hein. Donc, le couteau de cuisine, eh ben, on peut faire ses tartines ou agresser le voisin. Ouais, le couteau, il est pour rien. Oui. Donc, ça, c'est vraiment important de ne pas faire des amalgames entre l'outil et l'utilisation de l'outil qui peut être bonne, mauvaise, moyenne, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Et également dans le sens du rejet. On ne va pas rejeter l'outil sous prétexte qu'il a mal été utilisé par tel ou tel, ou parce que voilà, ça c'est vraiment important. Alors ça veut dire qu'il faut d'abord, bien sûr, comme pour tout outil, connaître l'outil en tant que tel, hein, avec ses qualités, ses propriétés, ses indications. Donc ça, c'est vrai pour la plante médicinale. On peut prendre l'exemple du menuisier ou d'un artisan. Pourquoi il veut utiliser la scie plutôt que le rabot, plutôt que le papier de verre. Voyez. Donc ça, c'est de bien connaître son outil. Donc bien connaître l'outil plante médicinale, ça c'est fondamental. Le deuxième niveau, c'est de bien connaître la manière de l'utiliser. Et là, on vient au niveau des connaissances, au niveau du savoir. Donc, c'est l'expérience, c'est le raisonnement médical. Hein. Donc, ça, c'est le deuxième niveau qui est tout à fait fondamental. Et le troisième point, et ça, c'est vraiment important de le dire, on ne peut pas choisir l'outil dans la classe l'outil a priori. Oui. Donc là, on ne peut pas dire, bon, je vais utiliser la plante médicinale de toute façon. Non, ça va dépendre de plein de choses. C'est qu'il y a trois étapes fondamentales. Un, c'est un diagnostic médical précis et complet. Diagnostic médical, ça c'est vraiment la première étape fondamentale. Deux, c'est le statut spécifique du patient et dans sa globalité. On verra ça tout à l'heure parce que ce n'est pas uniquement du symptomatique, dans sa globalité. Et trois, c'est de choisir l'outil le mieux adapté, voire l'association d'outils thérapeutiques. Oui. Donc c'est là qu'on peut venir aussi à la notion d'outils complémentaires. Hein. Mais on ne peut pas choisir a priori un outil thérapeutique. Et c'est vraiment en bout de chaîne qu'on va choisir l'outil. Ça, c'est important. Alors, ce cheminement, malheureusement, s'il est méconnu, ça ouvre la voie à des tas d'abus ou de dérives, soit par certains thérapeutes qui n'ont pas les connaissances ou les capacités suffisantes, que ce soit au niveau de l'outil ou au niveau médical en tant que tel, mais également au niveau de certains scientifiques, entre guillemets, qui rejettent d'emblée un outil qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est une attitude anti-scientifique. Oui. C'est pour ça Mais que c'est exactement la même erreur de raisonnement, soit dans un abus d'utilisation, ou soit dans un rejet de cette utilisation, par méconnaissance totale de l'outil thérapeutique. Hein. C'est qu'avant de rejeter un outil, bon, moi je suis prêt à discuter ce que je dis, prêt à discuter de mes traitements, mais on va discuter. Bon, et c'est ce qui permet d'avancer dans la connaissance. Mais de rejeter a priori, c'est complètement absurde. Voilà, ça c'est important. C'est un petit peu ce que j'avais développé dans les postes de
de l'amalgame science-croyance, où c'est également ce que j'ai développé dans l'avant-propos du tome 3, où il y a un certain rejet, entre guillemets, officiel d'approche. Alors, pour la phytothérapie, oui, mais ça demande d'être prouvé alors qu'il y a des kilomètres de publications. La gémothérapie, l'aromathérapie a été rejetée également par justement les instances officielles, parce que alors qu'en fait, ça fait partie de la phytothérapie. Donc, ça traduit une méconnaissance. Alors, qu'ils mettent en garde contre des abus, oui, ça c'est tout à fait important. Par contre, de rejeter l'outil parce qu'il a été utilisé d'une certaine manière dans des sectes ou ailleurs, ça c'est tout à fait autre chose. On revient à l'amalgame entre l'outil et le raisonnement qui est, voilà, c'est tout à fait autre chose. C'est parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, il y a une grosse problématique, c'est qu'on a oublié un peu les bases, que ce soit nos confrères médecins ou pharmaciens ou scientifiques, il faudrait qu'ils reviennent dans les premières années où là, on parle, rien n'est poison, tout est poison, seule la dose compte. Et donc, on se rend compte que, en fait, comme tu le dis, cette histoire d'utilisation, à la place, un médicament, c'est un poison qui va modifier le corps en allant sur des récepteurs et forcer l'organisme à aller dans un sens ou d'un autre de manière artificielle. Et donc, c'est un poison. Et donc là, on voit bien que tu le prends à forte dose, tu es un poison, tu vas tuer les personnes, tu le prends à dose moyenne dans justement cet index thérapeutique et ces marges thérapeutiques et tu arrives sur le côté médicament. Et si tu le prends de manière plus douce, on est sur le côté souvent alimentaire parce que les plantes souvent ont à faible dose ce côté alimentaire. Et là, on voit justement que les médecins et les pharmaciens ont complètement oublié cette notion de poison. Donc, c'est pas censé être quelque chose de naturel. Et les plantes, elles arrivent à communiquer avec notre organisme en fonction de la dose. Donc, on voit que tout est une question de dose, d'utilisation, et donc de comment est-ce qu'on va utiliser cette puissance des plantes pour se soigner. Donc, il y a vraiment ce côté de diagnostic, de patient et d'avoir utilisé la bonne plante au bon moment pour pouvoir le soigner dans les indications qui sont les bonnes. C'est le but un petit peu de ces entretiens, c'est un peu de réveiller ces notions qui devraient être normalement euh, normales pour des médecins et pour des pharmaciens et qui passent maintenant au second plan. Et d'apprendre des tableaux d'anatomie, c'est très intéressant, mais il faut voir de toute l'expérience et la tradition de la médecine et de la pharmacologie depuis, que ce soit les Grecs et autre chose, qui avaient trouvé ces notions. On a perdu justement ce sens de la médecine au détriment de grands tableaux et de recommandations internationales qui sont intéressantes. Mais c'est pas ça qui fait de la médecine, c'est vraiment le côté diagnostic et l'utilisation, que ce soit, comme tu me dis, des plantes médicinales, que ce soit un médicament ou que ce soit même des compléments alimentaires, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de dérives. On avait parlé pas mal avec Laure Martina dans la réunion, le webinaire précédent. Et d'ailleurs, si vous voulez intervenir, vous pouvez écrire sur le côté, vous pouvez discuter un petit peu et après on répondra un petit peu à ces questions. Alors après, on peut partir justement sur ce côté croyance et aussi ce côté utilisation. Quel est pour toi l'intérêt justement de nos jours des médecines traditionnelles versus les médicaments, on va dire, moi je n'aime pas allopathique, homéopathique, et je trouve que ça fait un petit peu sectaire, et justement on est d'un côté intégratif, moi je dis plutôt médecine moderne, où on a raffiné les produits et les médicaments. Mais c'est vrai que même les médicaments, la frontière, on voit qu'elle commence à changer en fonction des statuts réglementaires. Et là, on se rend compte que c'est pas un statut réglementaire qui fait l'efficacité du produit, mais c'est vraiment la dose du produit. Et donc, justement, quel est pour toi justement l'apport de ces médecines traditionnelles et qu'est-ce que ça apporte justement à la médecine moderne par rapport à des médicaments et pourquoi on utilise les plantes? Alors, simplement, un petit complément dans ce que tu viens de dire qui est tout à fait important, c'est que même au niveau de l'approche classique, c'est important de ne pas confondre, encore une fois, l'outil et l'utilisation de l'outil qui peut en être fait d'une manière abusive, excessive, etc. C'est pas l'outil classique qui est à rejeter, mais c'est l'utilisation parfois qui peut en être fait, et là je vous donnerai des exemples plus loin, qui peut en être fait d'une manière complètement sans logique médicale et physiologique. Oui. Alors, au niveau de la connaissance de la plante médicinale, il y a essentiellement trois volets.
la tradition, la pharmaco et la clinique. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que dans ce volet traditionnel, l'intérêt, c'est l'approche holistique des anciens. Ils avaient n'ayant pas les connaissances médicales, ni scientifiques, ni au niveau de la pharmaco, ils avaient une approche, une vision holistique et regardaient l'ensemble. Qu'est-ce qui se passait quand ils donnaient une plante, quand ils traitaient un malade. Bon. Et cette approche holistique, c'est en fait le premier volet d'une démarche scientifique. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, la tradition est une démarche scientifique à un premier niveau. Bon, en ce sens que dans une démarche scientifique, on doit constater le fait, sa reproductibilité et sa constance. Bon. Avant de découvrir les lois de la pesanteur, quand on lâchait quelque chose, ça tombait par terre. Bon. Et ça montait pas au ciel, c'était comme ça. Donc c'était un constat. Puis après, petit à petit, la connaissance a évolué et on a trouvé les lois de la pesanteur. Donc au niveau de la plante, c'est la même chose. Que le niveau traditionnel, c'est vraiment le premier volet de la démarche scientifique. Ça, c'est tout à fait important. Voilà. Et il n'y a aucun outil thérapeutique qui a été testé à si grande échelle de nombre et de temps. Donc ça, c'est fondamental. Bon. Alors, effectivement, les limites de cette histoire-là, c'est qu'il n'y avait pas d'explication. Bon. Alors, ils ont donné des interprétations. C'est qu'effectivement, les thérapeutes étant en général sorciers, prêtres, etc., et n'ayant pas d'explication, ils ont donné des interprétations. Bon. Alors, mais ces interprétations diverses, suivant les lieux, suivant les populations, suivant les périodes, n'enlèvent strictement rien à la qualité expérimentale, à la réalité du fait et à celle de l'observation holistique. Ça, c'est important. Bon, c'est pas parce qu'il y a une interprétation qui nous paraît complètement à l'ouest que l'observation du fait est à mettre de côté. Donc ça, c'est vraiment la première étape fondamentale au niveau de la tradition, et on verra la suite. Hein. Oui, ce qu'on voit, c'est exactement ça, c'est que les anciens, ils testaient et quand ça marchait pas, bah, comme Voilà. la plupart du temps, la plante, bah, ils mouraient ou ils avaient des problèmes, ils n'allaient pas transmettre un savoir qui était faux. Donc, souvent, bah, c'est ce qu'on voit maintenant avec la recherche pharmacologique et la recherche nouvelle. Ils disent qu'il y a des charlatans, il y a des sous-populations qui sont arriérées. Et les tout nouveaux médicaments qu'ils ont trouvés, c'est en cherchant dans la pharmacologie moderne. On parle des analogues du GLP-1 qui sont à la mode maintenant pour perdre du poids. Et ben, c'était dans la pharmacopée africaine qu'ils ont trouvé un lézard qui, justement, avait un analogue du GLP-1. Il y a pas mal d'anecdotes comme ça. On se rend compte, par exemple, le curcuma. Ils font maintenant des extraits hyper compliqués avec de la curcumine qu'ils mettent en micronisé, tout ça. Ils faisaient des lacis avec justement du gras, du poivre. Ils faisaient des mélanges en chauffant avec du curcuma. Donc, on voit vraiment qu'ils avaient une intelligence de la tradition, une intelligence de l'utilisation et de l'expérience qu'on n'a plus maintenant et que maintenant, on va plutôt essayer de faire une étude randomisée en double aveugle avec 5000 personnes et si ça ne marche pas, on abandonne tout. Ou alors, on va tester des pratiques en faisant des extractions super modernes et quand il y a des morts, on se dit « Oh mon Dieu, il y a eu des morts », mais c'est parce que il y a eu pas mal de scandales là-dessus parce que tu faisais des extractions et tu récupérais des substances qui étaient toxiques, alors que les anciens savaient très bien, par exemple, qu'il fallait faire que des décoctions et que derrière, il ne fallait pas faire des extractions avec des corps gras ou autre chose, sinon tu récupérais certaines substances qui étaient complètement toxiques. Et c'est ça C'est là qu'il y a donc un deuxième volet qui est tout à fait intéressant, hein. C'est qui est venu dans son deuxième temps, c'est que les progrès de la connaissance médicale et scientifique ont permis justement de confirmer l'observation des anciens. Hein. Donc la plupart ou la quasi-totalité des observations des anciens ont été confirmées par la pharmacologie. Hein. Alors le truc le plus connu, c'est l'histoire du saule blanc. Hein. Le saule blanc dont on a isolé la salicylline, on a démontré ses propriétés fébrifuges et anti-inflammatoires. Et puis après, il y a un aldéhyde salicylique qui était isolé de la reine des prés et qui aboutit à la synthèse de l'acide salicylique et puis donc à la synthèse de l'aspirine, donc à la fin du 19e siècle. Hein. Mais ceci dit, ce qui est intéressant, donc ça a permis de confirmer l'observation des anciens par rapport au saule blanc et à la reine des prés, mais il a fallu attendre 1971 pour avoir une explication.
Ils ont confirmé le fait, mais l'explication des propriétés anti-agrégantes ou antiplaquettaires et anti-inflammatoires ou antalgiques n'a été faite qu'en 1971. Oui. Bon, alors ça c'est important parce que ça permet de sortir de l'interprétation pour arriver à l'explication. Voilà. Mais l'explication ne vient pas forcément tout de suite, et il y a un laps de temps, plus ou moins variable suivant les produits, pour trouver une explication par rapport à l'action du produit. Hein. Voilà. Alors ça, c'est vraiment l'avantage important et l'intérêt de la partie pharmaco. Et les limites, c'est que cette partie strictement pharmacologique, stricte, enfin, notamment du principe actif, si on reprend l'histoire de l'aspirine, ça a ouvert la voie à la phytochimie. Bon. Alors, qui a une puissance d'action, mais également des effets secondaires. Si on prend l'action d'aspirine, il y a des effets secondaires, alors que le sang blanc, il n'y en a pas, aux doses prescrites. Enfin, on verra tout à l'heure pourquoi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première limite. Et puis la deuxième limite de cette action strictement du principe actif, c'est de rester au niveau du strict symptôme, sans tenir compte de la partie du patient, enfin du terrain, et du patient, c'est ce qu'on développera dans quelques instants. Alors, ce qui est important, c'est de sortir de la stricte pharmacochimie du principe actif isolé, et c'est pour ça que j'ai dénommé ça la pharmacologie clinique. Donc, la pharmacologie en tant que telle du principe actif, ça c'est important, hein, mais il faut savoir la compléter par la pharmacologie clinique, qui va inclure le patient. Alors, c'est ainsi qu'on va constater, bien sûr, la reproductibilité de l'action pharmacologique de la plante médicinale, et parfois on n'a pas trouvé de principe actif. Bon, on a constaté, au niveau de la pharmacologie clinique, la reproductibilité de son action, mettons, anti-inflammatoire, etc. Hein. Bon. Donc, il y a certaines plantes qui n'ont pas de principe actif défini, et qui sont pourtant tout à fait efficaces. Bon, on peut citer la fumeterre, qui a une action amphocholérétique, mais il n'y a aucun principe actif isolé qui a cette action-là. Par contre, le totem de la plante, là. Bon. On peut citer l'artichaut, enfin il y en a plein, mais enfin, l'artichaut par exemple, qui a une action cholérétique et cholagogue, mais il n'y a aucun principe actif isolé qui l'a. Par contre, il y a par exemple 4 acides, en bloc de 4 acides, acide malique, succiné, en bloc de 4 acides, qui, elles, dans son ensemble, possèdent ces propriétés cholérétiques et cholagogues. Et si on rajoute les sels de potassium qui sont contenus dans l'artichaut, ça augmente encore cet effet de cholagogue et cholérétique de l'artichaut. Voilà. Donc ça renvoie à cette notion de totem qui est tout à fait fondamentale. Et ça, on en reparlera. Alors, il y a tout un article, tout un chapitre dans le tome 1 de plantes médicinales où on développe cette notion de totem qui est fondamentale. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais c'est fondamental. Et en fait, ça peut se résumer par la phrase qui était écrite par les anciens, notamment donc Aristote et puis Avicenne. Les propriétés du tout sont plus grandes que la somme des propriétés de chacune des parties. Voilà, ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est là qu'il y a des notions on verra ça aussi tout à l'heure, de potentialisation, de synergie, etc. Et qui explique à ce moment de pouvoir utiliser une dose moindre de tel ou tel et par rapport au principe actif isolé. Hein. Voilà. Donc là, tu nous as parlé justement de l'outil plante. Donc c'est vraiment, on va dire, vraiment le cœur de la phytothérapie avec ce côté pharmacognosie et pharmacologie des plantes, mais le côté clinique. Mais on voit que l'endobiogénie, elle est beaucoup plus loin. Et donc, en fait, c'est plutôt, comme tu l'as dit, le côté raisonnement du diagnostic et donc aussi du traitement. Et donc, ce qu'on peut utiliser également, qu'on utilise l'outil plante ou qu'on utilise des médicaments. Alors, explique-nous maintenant un petit peu qu'est-ce que c'est l'endobiogénie et cette particularité justement cette utilisation et un peu ce diagnostic en endobiogénie. Alors voilà, donc ça c'est Alors ce que j'oublie aussi de vous dire, par rapport à cette histoire de totem, il y a une notion de potentialisation de synergie entre les différents constituants, mais également les notions de prodrogue. C'est que elle va être absorbée par l'organisme qui va l'utiliser, donc à la transformer et devenir, donc il y a des questions de biodisponibilité, voire même d'effets Kenshi qu'on appelle, qui vont freiner certains effets secondaires. Donc ça c'est vraiment important au niveau du totem. Alors effectivement, le troisième volet, c'est le volet clinique. Alors là, dans le volet clinique, on va retrouver bien sûr toutes les données de la pharmacologie, ça c'est clair, mais aussi
certaines données de la tradition, soit parce que la plante n'a pas forcément été étudiée complètement, mais soit parce qu'on n'a surtout pas trouvé de principe actif isolé, et on revient à la pharmacologie clinique, comme on disait tout à l'heure. Hein. Alors, dans le cadre de la réflexion endobiogynique, qu'on va développer un petit peu, la plante médicinale, en fait, est le meilleur outil pour avoir de cette notion d'action sur le terrain, entre guillemets, de régulation au niveau de la physiologie. Soit parce que, déjà au niveau de sa composition, elle a une composition donc très, très proche, elle va s'insérer très facilement dans la physiologie de l'organisme, que ce soit au niveau moléculaire, au niveau enzymatique, etc. Et le deuxième intérêt, c'est que ces multipropriétés pour une plante donnée, qui ont conduit à son abandon, quelque part, au profit du principe actif isolé, ces multipropriétés, donc ces multi-indications, qui étaient un frein dans une certaine mesure, deviennent une richesse. Ça, c'est important, parce que ça va permettre aux thérapeutes de trouver la plante dont le profil d'action correspond le mieux au profil de toutes les dysfonctions spécifiques du patient. On prendra quelques exemples après. Hein. Voilà. Donc, ce sont des propriétés qui sont différentes les unes des autres, mais qui sont associées dans la même plante, effectivement. Et l'idée, c'est de trouver le profil de plante le mieux adapté, ou des quelques plantes, le mieux adapté au profil de l'ensemble de la pathologie du patient, parce qu'on ne va pas traiter une pathologie, mais un patient. On y reviendra également tout à l'heure, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et c'est que là qu'il y a aussi d'autres constituants dans la plante qui vont servir ce qu'on appelle des constituants secondaires, qui sont en fait des potentialisateurs. Hein. Alors c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de totem qui est fondamentale, de manière à pouvoir utiliser la plante dans tout son potentiel et sans partir dans des toxicités de principes actifs importants. Donc on revient à ce que tu disais en début de discussion au niveau des doses. Voilà. Ouais, alors parle-nous un petit peu d'endobiogénie et explique de manière assez simple, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas spécialiste en endobiogénie. Et moi, j'ai suivi une initiation et j'ai lu tes livres, mais c'est vrai que c'est quand même assez très pointu. Donc, j'invite les personnes à faire des formations en endobiogénie. Alors, explique-nous de manière simple comment ça marche, quel est le concept. Clés et comment après on peut essayer justement de traiter les patients à partir de là. Alors, c'est évident que bon, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile, mais ce qui est important, moi, c'est ce que je dis dans les différentes formations que j'ai faites, c'est déjà de partir du raisonnement pour aller plus petit à petit dans les détails. Mais si on se noie dans les détails, c'est comme dans toute approche, c'est la même chose, on finit par ne plus rien y comprendre. Donc, ce qui est vraiment fondamental, c'est que le raisonnement strictement analytique n'est pas du tout adapté au modèle vivant. Quel que soit le modèle vivant, que ce soit un modèle économique, un modèle sociologique, un modèle écologique ou un modèle météorologique ou je ne sais pas quoi, les modèles strictement analytiques ne sont pas adaptés au modèle vivant parce qu'ils ne prennent pas en compte la globalité du système et ses différentes interférences. Voilà. Donc ça, c'est important. Et le modèle vivant le plus complexe qui soit, qui est la physiologie, c'est là que c'est un peu le génie de Durafour, c'est d'avoir adapté. Alors, il y a ces modèles analytiques, justement, qui ne sont pas adaptés au modèle vivant. Il y a des modèles mathématiques et physiques, notamment avec des chercheurs américains, qui ont développé des modèles, donc mathématiques et physiques, adaptés au modèle vivant. Ça, c'est important. Alors, si vous voulez, le génie de Durafour, c'est d'avoir utilisé cette notion-là pour le modèle vivant le plus complexe qui soit, qui est celui de la physiologie. Alors, l'endobogénie, c'est celle qui a changé le mot de terrain pour la notion d'endobogénie. Et endobogénie, ça veut dire dedans, bio, c'est la vie, et génius, c'est la disposition naturelle. Donc, ça va beaucoup plus loin que la simple notion de terrain. Et c'est en fait de reprendre toute la physiologie et avec un raisonnement systémique, intégratif, et avec notion de relativité entre les différents éléments, et également de dynamique, puisque le modèle, il est vivant. Oui. Bon, donc ça, on va le développer un petit peu tout à l'heure aussi. Et ça, c'est important d'avoir cette notion-là. Il faut vraiment changer de paradigme, parce qu'on baigne dedans depuis nos études. Ce modèle analytique n'est pas du tout adapté au modèle vivant.
Voilà. On peut prendre un exemple au niveau de la météorologie, par exemple. Bon, alors, bien sûr qu'il y a les outils informatiques et autres qui vont aider, mais comment prévoir que l'orage va tomber à tel endroit plutôt qu'à 1 kilomètre plus loin? Bon, on va prévoir un certain nombre de choses, mais il y a tous les éléments qui vont interférer dans le système et qui sont des variables, évidemment. Et ces variables-là font que le résultat, lui, est aussi variable. Bon, donc ça, c'est un petit peu cette notion de changer de paradigme, de vraiment rentrer dans un modèle non plus analytique, mais dans un raisonnement centré sur cette notion de globalité. Donc ça, on va le développer un petit peu tout à l'heure. Et donc, de reprendre la physiologie, justement, avec cette notion de globalité. Alors, il y a 3 niveaux dans la construction du traitement. Il y a un premier niveau qui est un niveau symptomatique, qu'on a vu tout à l'heure. S'il y a une inflammation, on va donner une plante anti-inflammatoire, etc. Le deuxième volet, c'est le drainage, qui est parfois nécessaire. Donc les organes, les somontoires, ce sont des organes qui vont participer au métabolisme. On reverra ça un petit peu tout à l'heure. Et puis après, il y a le troisième volet dans la construction du traitement, qui est le volet véritablement étiologique et selon le raisonnement audiobiogynique. On va traiter. Bon, s'il y a encore une fois une hyperhistaminémie, c'est bien de donner un antihistaminique, mais si on ne traite pas la cause de l'hyperhistaminémie, là, on tombe à côté. Voilà. Donc ça, on va voir un petit peu cette approche du malade. Oui, donc c'est vrai que c'est assez intéressant parce que dans toutes nos études, on nous apprend qu'on est un organe entier et qu'on est, je ne vais pas dire en 2 dimensions, et qu'on a tous les organes et tout est compris, alors qu'en fait, on est un système, Voilà. plutôt même un écosystème qui sont plutôt en interaction les uns avec les autres, avec ce qu'on peut dire une tour centrale qui est notre système neuro-endocrinien et qui est contrôlé un petit peu par tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous décrire brièvement cette approche du malade selon l'endobiogénie et au final, pourquoi est-ce que justement c'est la complexité de la plante médicinale qui arrive à conduire à le fait qu'on utilise le totem de la plante et une utilisation globale de la plante et non pas sur un principe actif un peu isolé. Alors voilà, donc c'est voilà. Alors ça, c'est une diapo fondamentale, c'est un schéma fondamental. Alors, c'est de sortir du raisonnement analytique pour avoir un raisonnement global et systémique, ça c'est important. Et le deuxième point important, c'est qu'en tant que dans notre formation, on part de la maladie. Bon. La maladie n'est que le bout de chaîne du problème. La maladie n'est que la conséquence. La finalité de l'organisme, c'est pas la maladie, c'est l'état d'équilibre, c'est l'état de santé. Donc là, c'est important de partir de cette notion-là, de partir de l'état d'équilibre et de l'état de santé. Bon. L'organisme qui est vivant, il va recevoir des agressions au sens très large du terme, que ce soit endogène ou exogène, et ces agressions vont nécessiter une adaptation. Ça, c'est la vie. Il fait chaud, il fait froid, il y a un virus qui se balade ou je sais pas quoi, je suis fatigué parce que j'ai trop travaillé, enfin voilà. Bon. Donc, mais il y a cet état d'équilibre qui va être sollicité et il va y avoir besoin d'une réponse d'adaptation. Ça, c'est important. Et cette réponse d'adaptation va nécessiter des besoins métaboliques. Bon. Christian Durafour disait tout est digestion. Donc tout est métabolique. Voilà. Donc autrement dit, au sens très large du terme. Donc cette réponse adaptative va nécessiter des besoins métaboliques et qui va enclencher des réponses de congestion, des réponses d'inflammation, des réponses immunitaires. Bon. Et les régulateurs de ces réponses métaboliques et congestives et inflammatoires, c'est le système régulateur endocrinien et neurovégétatif, en ce sens que c'est un système qui est autonome, qui est ubiquitaire sur tout l'organisme et qui permet justement d'avoir et qui est autogéré également. Donc c'est un système, encore une fois, autonome, autogéré et ubiquitaire qui permet à ce moment d'avoir une gestion de cette réponse d'adaptation. Alors, ce qui est intéressant de noter déjà à ce niveau-là, c'est que ces réponses de congestion et d'inflammation sont des réponses physiologiques. D'où l'absurdité de donner un anti-inflammatoire
ou un antipyrétique, ou je ne sais pas quoi, dès qu'on a 37, 2 ou 8. Vous voyez. Bon, c'est de respecter cette réponse d'adaptation. Alors, où cette réponse d'adaptation congestive, inflammation immunitaire est correcte, et l'organisme retrouve, donc est bien régulé par le système neuroendocrinien, et retourne dans l'état d'équilibre antérieur, au point de départ, et on reste dans la physiologie. Donc l'organisme s'est bien adapté, c'est bien défendu, et par exemple le germe ne trouve pas d'écologie locale pour s'installer. Voilà. Et puis si cette réponse de régulation neuroendocrinienne n'est pas adaptée, soit parce que elle est trop déséquilibrée en intensité, en relativité, en durée, etc. Bon, si l'inflammation dure trop longtemps, ou si elle est trop forte, ça devient pathologique. Oui. Et c'est là qu'il va y avoir à ce moment-là une non-adaptation de la réponse adaptative, hein, en tant que telle, et c'est là qu'il y a un déséquilibre précritique qui va se mettre en place, puis l'expression de la maladie qui arrive en bout de chaîne. Oui. Bon. Donc le nœud central, c'est vraiment l'étoile, c'est vraiment cette étoile-là, et voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça bascule d'un côté ou pourquoi ça bascule de l'autre. Cette étoile, c'est vraiment le point névralgique du raisonnement endobiochimique, et voir quels sont, à ce moment, on verra ça dans les diapositives, quels sont les déséquilibres qui ont permis justement ce passage dans la physiopathologie. Donc ça, c'est fondamental à voir. On part de la maladie et avec un raisonnement systémique intégratif. C'est là où c'est assez intéressant parce qu'on voit que toutes les nouvelles pathologies qu'on a, parce qu'on arrive à traiter maintenant des pathologies de plus en plus compliquées en aigu, eh ben, on va avoir des pathologies plus graves derrière qui sont liées à un déséquilibre. Par exemple, le plus flagrant, c'est par exemple les allergies, les eczémas. Il y a 20 ans, on était à 0,5%, maintenant on est à 15%, parce que comme on a forcé l'organisme à tolérer tout, mais en même temps, on a de moins en moins de barrières, on a de moins en moins de protection, le corps il va être porté à bout de plus en plus important, et on va derrière avoir un déséquilibre. Et par exemple, là j'ai une patiente, ça fait 1 an qu'elle a de l'eczéma qui est de plus en plus important, et qu'est-ce qu'on va traiter? On traite avec quoi de l'eczéma? On leur donne des corticoïdes. Donc, on donne des corticoïdes, on va enlever, de manière transitoire, on enlève l'inflammation, mais derrière, on va déséquilibrer encore plus. Donc, on va, C'est on ça, va, on va empirer la situation. Et donc, maintenant, en fait, elle a de l'eczéma on continue, alors qu'au début, elle en avait une fois tous les 3 mois, et maintenant, on ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire que déjà, on amplifie, on traite en apparence certains symptômes, mais qui amplifie certains autres, parce qu'on revient dans la réflexion systémique intégrative de tous les éléments, déjà. Et puis l'autre point, c'est que ça traite en rien le point de départ de cet eczéma. Oui. Donc, il y a un petit exemple que je vous donnerai d'un exemple d'une patiente pour vous montrer justement alors, ce qui est important, c'est que seule la plante médicinale permet d'avoir cette régulation fine et multicible de ces différentes dysfonctions, et sa complexité qu'on a vu tout à l'heure devient une richesse, parce que quand on voit justement à partir de ce schéma-là, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a les différents axes régulateurs doivent être traités d'une manière très, très précise. Donc seule la plante médicinale peut le faire. C'est ce qu'on va voir dans la diapo suivante. Alors, ce qui serait intéressant, justement, là, je te donner un exemple de l'eczéma. Par exemple, toi, comment est-ce que tu traiterais de l'eczéma d'une patiente qui a de l'eczéma depuis longtemps et qui prend des corticoïdes? Quel est le raisonnement sur cette pathologie? Et explique-nous un petit peu là-dessus. Alors, ça, voilà, c'est là le point de départ. C'est qu'on va faire d'abord la consultation. Elle va venir pour un eczéma. OK, d'accord. Bon. Par contre, l'eczéma, il n'est pas tombé du ciel. Donc, on va reprendre ce qu'on appelle la ligne de vie, hein, et on va reprendre toute son histoire, ses pathologies, ses dysfonctions, alors les plus importantes, mais également les plus bénignes. Et quand on pose les questions, par exemple, en fonction du profil de la personne, vous n'avez pas fait d'angine dans l'enfance? Oh non, 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 non. Vous êtes sûr? Ah, mais si, mais chacun, oui. Donc, on a tendance à minimiser. Donc en fait, chaque petite pathologie va donner des indications. Alors, c'est cet axe comment dire, cette ligne de vie où on va essayer de mettre en évidence dans toute cette histoire-là
les différents axes endocriniens qui sont faibles de manière préférentielle, soit génétique ou acquis. Bon. Alors, les axes endocriniens, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'axe corticotrope, l'axe godanotrope, l'axe thyrotrope et l'axe somatotrope. Donc, en fonction des différentes pathologies, en fonction des différentes dysfonctions, on va s'apercevoir que petit à petit, il y a un axe qui commence à pécloter un petit peu ou à donner de la. Bon. Et ça, qui va faire le lit, donc en fait, d'une dysrégulation par rapport au schéma qu'on a vu au-dessus avec l'étoile, de la réponse adaptative. Hein. Voilà. Et après, il peut y avoir aussi un organe de faiblesse, là aussi génétique ou acquis. Bon, chez certains, ça sera le système cardiovasculaire, pour d'autres, ça sera le système cutané, pour d'autres, ça sera etc. Donc chacun va avoir en fait son organe de faiblesse, plus ou moins, encore une fois, génétique ou acquis. Alors, vraiment, cette ligne de vie, cette histoire est fondamentale, que ça va permettre de préciser ce qui est en amont de cet eczéma. Bon. Donc, il y a différentes dysfonctions qui vont se mettre en place, et puis petit à petit, un beau matin, ça va lâcher, et la personne va faire son eczéma. Bon. Alors après, cette ligne de vie qui est tout à fait importante, enfin, je ne vais pas la détailler, mais enfin là, il y a aussi l'eczéma clinique, qui est fondamental. Alors, qui va permettre soit de compléter l'interrogatoire, évidemment, mais également de le préciser, de le quantifier. Et c'est là qu'on va aboutir avec un examen clinique, avec une sémiologie fine. Bon, sur un plan classique, tant qu'on n'a pas de l'eczéma, on n'a pas de terrain allergique. Ben, sauf que oui, mais sauf qu'avant, ça commence là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à ce moment tout ensemble de petites sémiologies fines, qui est une sémiologie fonctionnelle, qui est tout à fait importante, et qui va permettre de compléter les données de l'interrogatoire. Et puis le troisième point, c'est le raisonnement intégratif qui permet de construire le traitement, et donc soit par rapport à la spécificité de la pathologie de l'eczéma, mais aussi d'intégrer les autres pathologies qu'a présenté le malade. C'est qu'on ne va pas traiter un eczéma, on va traiter un patient qui à un moment donné fait un eczéma, mais avec toute une histoire, et voire d'autres pathologies. Hein. Bon, ça, c'est tout à fait important. On ne traite pas une pathologie. Alors, je vais vous donner peut-être un exemple intéressant, c'est que dans le tome 2, j'ai mis des cas cliniques. J'ai une patiente qui venait me voir pour une migraine et qui était rebelle depuis des années. Je l'ai suivie pendant 25 ans. Donc, on a pu traiter sa migraine d'une manière très, très facile, enfin très rapide, alors que c'était une migraine qui était très invalidante, mais aussi, je l'ai traitée pour tout un ensemble d'autres dysfonctions. Elle faisait des allergies, on a pu récupérer une hypertension artérielle qui était décompensée et traitée par un traitement classique qu'on a pu arrêter. On a pu accompagner son passage en ménopause, parce qu'elle avait un risque d'ostéoporose importante. Elle avait une dystéroïdie qui a été récupérée. Oui. Alors, on part du traitement d'une migraine pour, justement, aboutir à un traitement d'un patient qui, à un moment donné, va présenter une migraine, mais c'est également d'autres choses. Donc ça, c'est important d'avoir cette notion, cette vision globale pour avoir des résultats complets et surtout durables dans le temps. Alors, au niveau du raisonnement intégratif, ce qui est important, c'est ce qu'on a vu au niveau du schéma. On va partir du diagnostic classique. Bon. Par exemple, l'angine ou une sinusite. Bon. Et c'est donc le plan que j'ai pris également pour les pathologies qui sont développées dans le tome 3. Là, c'est important d'avoir ce raisonnement, encore une fois, systémique et intégratif, et avec une notion de fonctionnalité. Quelle est la finalité fonctionnelle de l'organe ou du système impacté? À quoi ça sert? À quoi ça sert une amygdale? Ça, c'est une bonne question. Bon. C'est du tissu lymphoïde, donc c'est la première barrière immunitaire, et ça peut poser le problème, par exemple, des amygdalectomies intempestives, qui fait qu'en fait, on va enlever une barrière. Donc, le problème, c'est de voir un petit peu la fonction lymphoïde. Le deuxième point, c'est comment est régulée cette fonction de l'organe en question, comment ça marche. Et c'est pour ça que pour l'amygdale, par exemple, si on prend ce tissu lymphoïde, il y a un rôle très important du système parasympathique et alpha-sympathique. Bon, il y a le rôle de l'axe thyrotrope qui joue un rôle très important au niveau immunitaire. Donc rien que déjà ces trois paramètres-là vont donner des indications sur la régulation de l'amygdale.
est-ce que ça, non, est-ce que ça se passe bien ou pas, hein. Bon. Et à ce moment-là, où la régulation neurovégétative et immunitaire se passe bien, et elle retourne à l'état antérieur, et à ce moment-là, le germe ne trouve pas d'écologie locale pour s'installer, où ça se dérégule, et c'est là qu'il va y avoir une congestion, une inflammation, une immunité qui vont se retrouver déficientes, soit trop importantes, soit décalées, et qui fait que il y a des dysfonctions neurovégétatives qui sont la cause de ça, hein, et il y a des liens avec la fonction thyroïdienne qui peut être aussi en dysfonction, etc. Mais, donc à ce moment-là, il va y avoir toutes ces dysfonctions-là qui vont faire que le schéma au niveau de l'étoile va basculer dans un état pré-critique, puis critique, et voir faire donc alors c'est là qu'il va y avoir aussi les différentes formes cliniques de la maladie et de l'affection, et pourquoi on va faire une angine rouge. Donc, restez sur pourquoi on va faire une angine rouge plutôt qu'une angine blanche, c'est tout à fait important. Oui. Bon, donc il faut distinguer à ce moment-là toutes les dysrégulations adaptatives qui ont entraîné un non-contrôle du processus congestif, inflammatoire, immunitaire. Donc voilà ce schéma avec l'étoile. Alors soit ces dysrégulations générales, mais également locales, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des représentants locaux de ces différents éléments qui font qu'il y a ces déséquilibres qui sont tout à fait importants. Alors, effectivement, si on reprend l'exemple, comment dire, des plantes anti-infectieuses, bon, il y a 3 plantes anti-infectieuses, par exemple. Revient, 3 plantes anti-infectieuses, voilà, qui sont tout à fait importantes. Bon. Alors, si on prend cet exemple-là au niveau des plantes antibactériennes et antivirales, pourquoi choisir le thym plutôt que la lavande ou la sauge? Elles sont toutes anti-infectieuses et toutes antivirales et toutes anti-inflammatoires. Bon. Tout simplement parce que le thym, qui est très vagolytique, bon, il est anti-infectieux bien sûr, mais il est en plus très vagolytique. Donc, il sera intéressant d'être prescrit dans une angine érythémato-pultacée, où la composante congestive est là, évidemment, mais la composante de sécrétion est beaucoup plus importante. Bon. Mais d'un autre côté, le thym, si on revient à cette notion de globalité, est contre-indiqué en cas d'hypertension. Bon. La lavande, qui est très alpha-lytique, elle sera très intéressante dans une angine érythémateuse où la congestion, elle, est prédominante, mais elle est contre-indiquée en cas d'hypotension. Si on prend la sauge, qui est une plante également dans très anti-infectieuse, très antibactérienne, etc., elle est très œstrogénique et contre-indiquée chez la femme hyperostrogénique. Oui. C'est pour ça que c'est important d'avoir à ce moment une vision vraiment globale, avec donc systémique et intégrative de tous ces éléments-là. Et ça, c'est pas optionnel, c'est obligatoire. Et si on ne tient pas compte de ça, c'est là qu'il va y avoir une prescription, mettons, de thym, de lavande ou de sauge, peu importe, mais avec des effets non pas secondaires, mais des inconvénients. Enfin, je donnerai quelques exemples dans quelques instants, où c'est une erreur de prescription. Bon. D'où une approche systémique, globale et intégrative de tous les éléments du système. Bon, on va faire le diagnostic d'une angine, ok, mais sa tension, elle est comment, son système neurovégétatif, il marche comment, enfin, etc. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette notion de raisonnement global et systémique, sinon il y a des accidents qui sont liés à ça. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est justement qu'il y a ce diagnostic avec cette recherche assez importante de l'étiologie, de la recherche de la cause. Et après, tu arrives jusqu'à l'utilisation de la plante qui va arriver à réguler tel ou tel axe sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a telle ou telle plante qui va communiquer avec notre organisme pour revenir dans cet équilibre avec justement ce côté aussi communication entre les différentes espèces, entre à la fois nous en tant qu'animal et les plantes en tant que végétaux, avec cette complémentarité, comme on pourrait dire le yin et le yang, avec cette plante qui arrive à nous réguler un peu cet axe hypothalamo-hypophysaire. C'est-à-dire que là, ce sont enfin, il y a deux choses importantes, c'est de voir déjà, si on prend ces exemples-là, de choisir la plante la mieux adaptée au profil du patient, mais dans son ensemble physiologique total.
Bon, c'est-à-dire que bien sûr, on va faire le diagnostic d'angine et donner une plante anti-inflammatoire, antibactérienne, bon, etc. Mais il faut se poser la question, comment est sa tension artérielle, comment est son système circulatoire, comment est son système digestif, etc., etc., de manière à pouvoir avoir la plante qui va, enfin, ou les plantes qui vont agir d'une manière tout à fait générale à ce niveau-là. Bon. Et là, cette action-là, c'est une action de pharmacologie clinique. C'est de la pharmacologie, hein. C'est pas du tout une action ésotérique ou autre, hein. C'est une action, donc le thym s'est éprouvé que c'était. Alors, il n'y a pas de principe actif vagolytique, mais le totem du thym est une action vagolytique. C'est comme ça. Et donc, ça veut dire que là, c'est une action pharmacologie clinique. Ça, c'est tout à fait important, hein. Voilà. Et puis, donc, l'autre point également, c'est d'avoir une vision globale de la physiologie et donc des points faibles de l'organisme du patient concerné. Et c'est là qu'il va y avoir une régulation à faire. On verra notamment au niveau soit neurovégétatif, là j'ai pris l'exemple de l'angine parce que c'est relativement simple à ce niveau-là, parce que c'est surtout du neurovégétatif, un peu d'axe thyrotrope, etc. Donc ça, c'est tout cet axe-là qu'il va falloir traiter. Bon, pour des pathologies plus complexes, il y a les autres axes corticotropes, gonadotropes, somato-insuliniques et autres, qui entreront en ligne de compte. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est de voir quel est l'enchaînement des axes dans la réponse adaptative, et on revient au schéma de l'étoile, quelles sont les dysfonctions neuro-endocriniennes du système endocrinien et neurovégétatif qui ont permis la bascule dans la pathologie et qui ont pas été adaptées. Soit parce qu'il y avait des décalages entre les différents axes, parce que ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a des relations, comment dire, fonctionnelles entre les différents axes, comme il y en a entre les différents organes, etc. Et donc le foie isolé, ça ne veut rien dire. Le foie sans le cœur, ou le cœur sans le rein et le cœur sans le poumon, etc., ça ne veut aucun sens. Vous voyez. Donc ce sont des actions complémentaires dans cette réflexion systémique. Il y a même certaines actions ou certains organes qui vont être compensés pour d'autres. Bon. Quand il y a une certaine déficience de tel ou tel organe, il pourra être compensé dans une certaine mesure, évidemment, par d'autres organes. Donc, ce sont ce qu'on appelle les coupes fonctionnelles entre les différents organes. Bon, ce qui est bien connu, c'est entre le foie et le rein, par exemple, ça c'est connu, entre le rein et la peau, entre le rein et le poumon. Donc, il y a des notions de fonctionnalité complémentaires qui sont là, mais également compensatoires qui peuvent se faire en cas de problème. Donc, c'est vraiment d'avoir cette vision globale de la physiologie, et c'est ce qui va permettre de trouver la plante la plus intéressante. Et effectivement, mais cette réflexion donc endobiogénique, c'est la seule réflexion intégrative de tous les éléments physiologiques du système, et avec ces notions, encore une fois, de relativité, de chronologie, alors, ce qui est important, c'est qu'elle doit être appliquée à tout, comment dire, quelle que soit c'est une réflexion médicale qui ne peut pas être mise de côté, quelle que soit la thérapeutique, hein. Alors, est-ce que on pourrait dire justement que cette approche endobiogénique essaye de chercher un peu plus loin, même au niveau de la pharmacologie, avec cette notion de régulation neuro-endocrinienne? Et est-ce que justement la plante ou le médicament qui va agir plutôt sur un récepteur, donc sur un symptôme, est-ce qu'on n'essaye pas de chercher un autre niveau de régulation qui est sur ces systèmes neuro-endocriniens, comme tu parles justement de sympatholytique, de telle ou telle voie de signalisation? Et à ce compte-là, par exemple, il y a des médicaments où on a du mal à découvrir le mécanisme d'action. Par exemple, un exemple assez concret, la metformine. Est-ce que la metformine n'a pas un effet justement qui est plus neuro-endocrinien ou des métabolites intermédiaires, qui est difficilement quantifiable pour de la pharmacologie classique versus une activation d'un récepteur classique? Et c'est peut-être ça la spécificité de cette approche un peu endobiogénique avec cette utilisation centrale à la fois du déséquilibre et cette régulation neuro-endocrinienne qui est un peu un intermédiaire avec justement les médicaments qui vont avoir un effet plus sur un récepteur d'un organe en bout de course qui est plus symptomatique. Alors, c'est pas, voilà. Alors, c'est pas. Ce qui est important, justement, c'est. Oui, regarde là. Ce qui est important dans ce que tu disais, c'est que ce raisonnement systémique, intégratif, etc., est à mettre en place, quelle que soit la thérapeutique.
Si on prend l'exemple de la metformine, alors bien sûr qu'elle va jouer sur la régulation, etc. Bon. Mais qu'est-ce qui va se passer sur les autres systèmes, sur les autres axes, etc. Bon, c'est un ensemble. Bon. Donc c'est important d'avoir, on peut bien prescrire le produit classique substitutif, ça c'est pas un problème, mais quels sont les autres axes qui vont être impliqués, qu'est-ce que ça va faire comme conséquence, etc. Bon. Donc là, ce qui est important, c'est de prendre vraiment toute la fonctionnalité spécifique du patient et d'aller au-delà d'une médecine protocolaire et standardisée, ça c'est important. Alors, je ne dis pas que les protocoles ne sont pas intéressants, mais ça va donner une direction. Mais après, il faut l'adapter au cas particulier du patient. Je vous donnerai un petit exemple tout à l'heure qui est très intéressant. Bon. Et cette approche curative est tout à fait importante, mais c'est important d'avoir une approche également étiologique de la pathologie et donc également préventive. Bon. La personne que je vous citais tout à l'heure avec le cas de la migraine, qui avait une migraine vraiment invalidante, etc., bon, elle avait une tendance à partir dans l'hypertension, avec justement des antécédents familiaux, etc. Elle avait même eu un traitement anti-hypotenseur, etc. Mais le fait de traiter l'ensemble de sa physiologie et de ses déséquilibres ont permis de réduire d'abord et d'arrêter après le traitement hypertenseur, et ça s'est bien été. Donc, je l'ai suivi pendant une vingtaine d'années. Et elle était partie aux États-Unis pendant 4-5 ans. Donc, je ne l'ai pas vue pendant 4-5 ans. Et quand elle est revenue, donc elle n'avait pas de traitement, évidemment. Et quand elle est revenue, elle était repartie en hypertension. Bon, on a pu la récupérer. Oui. Alors, c'est pour ça que là, c'est important d'avoir. Alors, soit quand on voit des équilibres génétiques, plus ou moins là, bon, pourquoi la personne qui a des antécédents diabétiques, etc., ou hypertension, va décompenser son diabète à 50 ans, à 70 ans, ou pas du tout. Oui. Alors, c'est important de savoir quelles sont ses prédispositions, de manière à les anticiper. Alors, il y a une hygiène de vie, bien évidemment, mais aussi avec des traitements. Et ce qui fait que si ces traitements-là sont bien pris correctement, là, je fais des tas d'exemples cliniques à ce niveau-là, il va y avoir une prévention dans la bascule d'un élément génétique, oui, de manière à pouvoir agir dans les facteurs qui peuvent les déséquilibrer plus rapidement que d'autres. Oui. Bon. Et ça, c'est tout à fait important pour justement éviter un petit peu tout ça. Alors, ce qu'on peut dire, enfin, c'est que, encore une fois, l'endomogynie, c'est une approche physiologique personnalisée, mais qui est tout à fait à l'opposé d'une médecine standardisée et protocolaire. Ça, c'est vraiment important. Et puis, ce raisonnement de type systémique et intégratif n'est pas optionnel, mais est obligatoire, quelle que soit la thérapeutique. Sinon, on passe à côté de quelque chose. Et ça, la non prise en compte de ça, c'est à l'origine d'effets secondaires de certains produits classiques, enfin ce que l'on dit secondaires, et qui en fait correspondent à des erreurs de prescription. Bon, je peux vous citer l'exemple d'une patiente qui avait un problème de coronaire. Voilà. Donc je l'ai traitée depuis un certain temps, et puis un beau matin, son cardiologue la met sous bêta-bloquant. Elle s'attrape en eczéma des pieds à la tête. Voilà. Brutal, voilà. Alors, bon, je regarde, effectivement, c'est une patiente qui avait un profil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui avait un profil dans l'enchaînement dynamique et de relativité du neurochatif, avec un sympathique plus, un alpha sympathique plus, et un bêta sympathique qui était relativement retardé ou insuffisant par rapport à l'alpha. Donc, il y a des notions de relativité. Donc, le fait de donner un bêta bloquant a accentué cette différentielle alpha-bêta. Alors, j'ai fait un courrier au cardiologue, mon cher collègue, est-ce que vous ne pensez pas qu'un alpha bloquant, en son classique, hein, je ne parle pas de phyto, mais de raisonnement, pensez-vous pas qu'un alpha bloquant serait plus judicieux? Alors, il me répond non, malgré l'eczéma, mais c'est parce que c'est dans les protocoles, etc. Bon. Alors, moi, j'essaye de traiter la patiente comme ça, et puis, que peut faire mes plantes à ce niveau-là contre un bêta-bloquant, c'est quand même là un peu fort. Et donc, ça marche très peu, quoi. Et au bout de 3 mois, je vous refais un courrier, mon cher collègue, est-ce que vous ne pensez pas que, compte tenu de l'eczéma qui persiste, et en plus, c'est marqué sur les effets secondaires, hein, sur la boîte, hein. Donc, est-ce que vous pensez pas qu'il y a un alpha? Bon, non, voilà, bon, c'est dans les protocoles.
la patiente, au bout de 5-6 mois, finit par aller voir un dermatologue et qui lui dit ben, arrêtez votre bêta-bloquant. Donc elle a arrêté tout de suite et il n'y a plus d'eczéma. Bon. C'est-à-dire que là, ce raisonnement-là, alors évidemment, il y a les protocoles, mais il faut les adapter au cas particulier du patient. Et là, autrement dit, cet eczéma, c'était vraiment le résultat d'un blocage du bêta-sympathique beaucoup plus important, et ce qui fait qu'il y avait une différentielle alpha-sympathique, bêta-sympathique qui était augmentée, et c'est exactement le terrain de l'eczéma. Bon. Alors, cet raisonnement-là, c'est pour ça que dans les effets secondaires des traitements, enfin dits secondaires, il y a souvent des erreurs de prescription. Là, je peux vous citer un autre exemple, mais cette fois avec une plante. J'avais une patiente que je suis depuis un moment, qui était en ménopause depuis 2 ans ou 3 ans. Et puis elle me téléphone un jour, elle dit voilà, j'ai un sein qui a augmenté de volume, qui est rouge et tout ça. Je lui dis bon, ben, venez me voir, et puis bon, je descends. Elle descend, et puis je regarde dans mon traitement ce qu'il y avait. Donc il y avait une poussée de mastite aiguë, et puis je regarde dans mon traitement ce qui avait pu éventuellement changer quelque chose, mais je vois pas. Alors je lui donne un traitement local, je modifie mon traitement, etc. Et puis elle me dit ah ben docteur, j'ai oublié de vous dire que depuis une semaine, j'ai des troubles digestifs et je prends une infusion de fenouil régulièrement. Je dis, ben voilà, ne cherchez pas. Le fenouil est très intéressant au niveau de la digestion, bien évidemment, sauf que c'est une plante qui stimule la prolactine. Alors là, c'est un exemple qui est caricatural, faut pas, voilà, mais qui est extrême, mais qui stimule la prolactine que j'essaie de freiner de mon côté comme je pouvais. Donc c'est la goutte de tisane, si on peut dire comme ça, qui a fait déborder le vase avec là. Alors, en général, même si la plante n'est pas très très indiquée, il y a quand même un temps, c'est pour ça qu'il faut soit des traitements pas trop longs, au cas où on ne connaît pas le processus. Oui. Bon. C'est pour montrer que ça peut être très rapide et très voilà. Moi, j'ai une autre plante, enfin une autre patiente également, là pour terminer, qui fait qu'elle faisait des infections à répétition de tous les hivers. Bon. Et puis elle m'a dit voilà, ça serait intéressant d'avoir une approche avec les plantes et ça. Et puis elle a pris son infusion de sauge pendant tout l'automne et tout l'hiver. Et puis elle s'est retrouvée avec des kystes salivaires au printemps. Parce que, alors, quand elle est venue me voir, je lui ai dit, ben voilà, c'est parce que c'est une plante très œstrogénique, sauf que chez vous, c'était contre-indiqué. Voilà. Donc, c'est de tenir compte de l'ensemble des propriétés de la plante, mais également de toutes les dysfonctions possibles de l'organisme, et on revient à une réflexion systémique et intégrative. Hein. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. Voilà. Alors, voilà un petit peu s'il y a des questions. Ben, c'est là où on voit que la base de la médecine, c'est de s'adapter aux patients. Depuis plus de 2000 ans, c'est ce qu'on apprend à tous les médecins et les pharmaciens et aux soignants. Et maintenant, on a oublié tout ça au profit d'une médecine standardisée où on va donner la même chose à chaque fois qu'on a un symptôme, alors qu'en fait, il faut s'adapter vraiment à l'étiologie, à la cause, et d'essayer de déterminer cette cause. Et la plante permet justement de traiter de manière un peu personnalisée. Alors, peux-tu nous dire un peu le mot de la fin et Alors, ceci dit, tout ça, quoi. Au niveau classique, ça commence à venir un petit peu quand même. Bon, cette notion de réflexion systémique intégrative, notamment quand on parle par exemple de l'intestin qui est le deuxième cerveau. Par exemple, là ce qui vient de sortir, c'est que l'Alzheimer, c'est un diabète de type 3. Alors ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il y a une bonne quinzaine d'années, Durafour, qui avait vraiment aussi cette formule, avait déjà employé cette notion d'Alzheimer, diabète de type 3. Oui. Alors, là, c'est très, comment dire, bon, c'est très ponctuel dans certains domaines, mais c'est une réflexion systémique et intégrative qui commence à venir, mais qui n'a pas encore toutes les clés. C'est ça le problème. Oui. C'est ça le problème notamment au niveau. Alors c'est pour ça que c'est un petit peu l'histoire notamment par exemple dans le 3e tome de plantes médicinales. Il y a toute la première partie où il y a les briques qui vont servir au niveau du raisonnement, pour la construction du raisonnement, et dans la deuxième partie qui est clinique, la partie clinique pour expliquer justement la construction de ce raisonnement pour aller dans la thérapeutique. Et ça pour que le lecteur novice puisse rentrer dedans sans trop de difficultés. Donc en fait, en résumé, avec l'endobiogénie, il y a une reconstruction de la physiologie avec ce côté systémique. Après, le côté
utilisation des plantes et après un lien entre le terrain du patient et ses plantes et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour se soigner. Donc, je vous invite, je mettrai les liens dans la vidéo pour l'Institut d'endobiogénie pour différentes formations. Et maintenant, vous pouvez poser vos questions à Alain sur justement l'endobiogénie, sa pratique et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Alors, y a-t-il des questions? Vous avez tout compris. Vous êtes spécialistes tous en endobiogénie, vous avez tous compris. C'est fantastique, Alain, tu étais très, très clair dans tes explications. Donc, ce qui est important également, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'arriver à changer notre logiciel comment dire, de fonctionnement et d'enlever le logiciel analytique pour remplacer par un logiciel systémique. C'est ça qui est important. Et intégratif de tous les éléments. Et puis petit à petit, aller dans les détails, dans les différentes. Voilà. Mais vraiment, c'est ce changement de logiciel qui est fondamental. De bien le comprendre. Voilà, donc Alors, c'est moi, des questions. je vais te poser encore juste une dernière question. C'est quelle est l'utilisation en endobiogénie des plantes adaptogènes ou des champignons médicinaux qui sont quand même et qui ont quand même une pharmacologie qui est particulière, qu'on ne connaît pas trop et qui ont aussi des classifications un petit peu bâtards, vu qu'on a du mal à identifier vraiment leur efficacité. Voilà. C'est tout un chapitre. euh, il y a dans le tome 3, il y a tout un chapitre sur l'adaptation. Alors, bon, ce qui fait 60 pages ou je ne sais pas combien. Alors, ce qui est important dans le raisonnement systémique, c'est que l'adaptation ne se résume pas aux plantes adaptogènes, enfin dites classiquement adaptogènes. C'est qu'à partir du moment où il va y avoir, donc l'adaptation, c'était l'axe corticotrope avec Cellier, etc., qui était en principal, mais sauf que les autres axes sont aussi concernés dans une certaine mesure. Bon, on ne peut pas isoler l'axe corticotrope du reste de la fonctionnalité des autres axes endocriniens. Bon, autrement dit, c'est toute cette adaptation qui va être nécessaire. Et si on reprend le schéma avec l'étoile, dans l'adaptation, il y a l'adaptation, donc il y a comment dire, la congestion, il y a l'inflammation, il y a l'immunité, bon, etc. Oui. Donc, tout ça, ce sont des phénomènes adaptatifs qui vont permettre, grâce au système neuro-endocrinien, de répondre à l'agression en tant que telle. Bon. Alors, c'est pour ça que l'adaptation dans le sens de l'endobiogénie, alors il y a les plantes adaptogènes, évidemment, mais beaucoup plus que ça. Et c'est là qu'on va choisir dans les plantes en général, celles qui vont aider à l'adaptation de l'organisme, soutenir cette adaptation pour éviter que ça bascule dans la pathologie. Alors là, dans les plantes adaptogènes, il va falloir également choisir, comme pour toutes les plantes, celles qui peuvent être intéressantes ou en fonction du profil du patient, justement. Et c'est là qu'il va y avoir donc les multiples propriétés de la plante et choisir celles qui sont les plus intéressantes dans ce système-là, d'une part. Alors, si on se contente de plantes strictement adaptogènes au bout de chaîne, c'est aussi le problème de ne pas pouvoir agir, de ne pas avoir agi en amont du processus adaptatif qui a été déréglé. Ouais. Donc, ça remettre l'adaptation dans cette globalité fonctionnelle de l'ensemble de l'organisme et de l'ensemble des axes endocriniens. Si on prend par exemple une plante, je prends n'importe laquelle, mais enfin, mettons le gingembre, qui est une plante adaptogène dans une certaine mesure, il y en a d'autres aussi, mais il faut savoir qu'elle va aussi stimuler la thyroïde, par exemple. Bon, comment est l'état thyroïdien du sujet, enfin, etc. Donc c'est à trouver à ce moment-là, enfin, il faut donc élargir la notion d'adaptation, d'une part, de voir les différents régulateurs de l'adaptation, et les plantes adaptogènes vont venir en partie être utilisé là-dessus, mais avec un profil de la plante qui correspond à celui du patient. Ouais, c'est exactement ça que je voulais discuter avec toi, parce que je trouve que le livre est très bien écrit. Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué, je dirais, pour le commun des mortels,
parce que c'est vrai que c'est assez poussé dans le raisonnement. C'est ça qui est assez intéressant. Ce qu'il faut surtout dire, moi je pense, c'est que quand ils ont créé le terme adaptogène, ils n'avaient pas, c'est les Russes, dans les années 50, ils n'avaient pas du tout ces notions qui ont été développées, l'endobiogénie. C'est ça, et ils ont été vraiment précurseurs dans ce côté adaptation. Et en fait, il n'y a pas une plante adaptogène comme ils ont pu le sortir avec les corticoïdes, mais en fait, il y a des axes hormonaux divers et variés qui sont assez nombreux, et que la plante adaptogène a peut-être ceux qui sont étudiés, c'est sur le côté corticotrope, parce que c'est l'axe le plus connu qui est normalement lié au stress, même si en fait c'est pas lié au stress. Mais en fait, il y a différentes plantes qui vont avoir un effet neuro-endocrinien différent, et c'est pas parce qu'elle est adaptogène dans la définition qui a été donnée qu'elle va vraiment être adaptogène, et toutes les plantes ont un peu un effet de régulateur global, et c'est plutôt régulateur global versus un récepteur qui est plus d'un organe définitif. Et c'est ça, je trouve, cette notion qui est assez intéressante, c'est justement cette notion entre le système, l'organe final, et cette notion entre les deux. Et donc, justement, en fait, cette notion d'adaptogène, en fait, elle est à la mode, on essaye de le sortir sous tous les angles, en fait, mais comme j'aime bien dire, c'est plutôt un régulateur, c'est plutôt comme une horloge, on va remettre l'aiguille au milieu pour que le système, on va un peu reformater le système, mais si le système il est Et défaillant, déréglé, ça on recommence. Oui. va. Donc en fait, ça sert strictement à rien l'utilisation, par exemple, du ginseng à forte dose ou à dose filée pendant plus de 6 mois, parce que globalement, en fait, c'est comme si tu éteignais sur ton ordi et que tu le rallumais tout le temps. Au bout d'un moment, tu ne vas pas réussir à changer si tu n'arrives pas à changer ton mode de vie et ton équilibre. Donc, le mode, quand on dit plante adaptogène, c'est totalement Mais c'est très, galvaudé. le problème, c'est que l'adaptation est beaucoup plus large que ce que tu été décrit par Célie à l'époque avec l'axe corticotrope, et donc les autres axes qui vont entrer en ligne de compte. Et les plantes adaptogènes ont un rôle qui peut être tout à fait intéressant, mais qui doit être inclus dans cette réflexion générale. C'est qu'au moment où il y a une adaptation, bon, il y a des besoins métaboliques. Donc il y a des besoins, il y a les axes cataboliques qui vont être mobilisés pour apporter le matériel, comme l'axe corticotrope. Bon, il y a l'axe thyrotrope qui est un axe catabolique qui va apporter l'énergie pour répondre à ça. Et après, il y a les axes anaboliques, comme l'axe gonadotrope qui va faire la construction, qui va faire l'anabolisme, et qui va être complété par l'axe somato-séménique qui est un axe anabolique. Donc cet enchaînement kata-ana, kata-ana, c'est un enchaînement dynamique avec des notions de relativité et de chronologie qui sont importantes. Alors, où ça se passe bien, et l'un dans l'autre, on se retrouve avec le schéma de l'étoile, et la réponse adaptative se fait bien, et si ça ne se passe pas bien, c'est là qu'on va basculer dans la pathologie. Donc, dans l'adaptation, il va falloir réguler ces axes-là, soit dans leur intensité, soit dans leur chronologie, ou dans leur durée, ou parce que c'est trop long, ou pas assez, etc. Donc, c'est toute cette notion de relativité qui est importante dans ces axes, dans les 4 axes que je viens de décrire là. Alors, les plantes adaptogènes vont s'inscrire dans cette notion-là, mais ça va beaucoup plus loin que la simple plante adaptogène, comme tu dis, qui va stimuler tel ou tel. Bon, c'est à réinscrire dans toute cette réflexion. Là, il y a tout un chapitre important sur l'adaptation que j'ai voulu mettre en place dans le tome 3, dans la première partie. Et ça, c'est fondamental, parce que ça permet justement de ne pas restreindre l'adaptation aux plantes dites adaptogènes, parce qu'à ce moment, toute régulation de ces axes-là est adaptogène quelque part. Oui. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que là, tu parles de catabolisme, anabolisme, et en fait, on retourne au début de la médecine, où au début, ils n'avaient pas toute la science qu'on a maintenant, avec la notion de positif, de négatif, d'énergie, que ont vu à la fois Hippocrate, les Chinois, même les Indiens, et cette notion d'énergie. Maintenant, on essaie de retranscrire avec justement le système nerveux central, des neurotransmetteurs, des GABA qui vont être négatifs, des positifs, du glutamate, et on arrive maintenant à l'expliquer, et même avec le microbiote inflammatoire, anti-inflammatoire, les différents
substances qui vont interagir à la fois entre notre microbiote, notre cerveau, et par exemple les butyrates qu'on parle maintenant en disant, voilà, ça va modifier d'un côté positif, enlever l'inflammation et communiquer avec notre cerveau, avec cette notion. Et donc, on voit justement que l'endobiogénie, elle a été créée donc il y a quoi, une cinquantaine d'années maintenant, quarantaine d'années. Oui, dans les années. Alors, ce qui est important, c'est que cette notion-là renvoie au métabolisme. Bon. Et ce que disait Durafour, tout est digestion, tout est métabolisme. Et c'est le fait de reprendre. Alors, avant, on parlait d'énergie, ceci, cela, etc. Bon, c'était des mots un peu qui ne voulaient pas dire grand-chose dans chose. Mais là, maintenant, c'est de la physiologie de base. Bon, mais qui est remise dans une réflexion donc systémique intégrative de tous ces éléments-là. Et quand il y a une adaptation, il y a besoin de matériel. Donc, celui qui mobilise le matériel, c'est l'axe corticotrope. Il y a besoin d'énergie. Donc, c'est l'axe thyrotrope qui mobilise cette énergie-là. Et après, il y a la construction, la réparation, qui est l'axe godanotrope. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il y a la réparation finale, enfin dans un dernier niveau, qui est l'axe somato-insulique. Oui. Donc c'est tout cet enchaînement-là. Ça, c'est de la physiologie. Hein, c'est tout simplement de la physiologie, mais avec les notions de dynamique et de relativité des différents rapports. Oui. Ce n'est pas isolé. Chacun dans son coin, et on revient à la notion d'une vision analytique qui n'est pas du tout adaptée au modèle vivant, puisqu'il faut une vision systémique de cet ensemble-là. Alors, c'est tous ces enchaînements dynamiques et de relativité respective qui, s'ils ne sont pas corrects, font basculer dans le déséquilibre. Alors ça, c'est bien décrit justement dans la première partie du bouquin avec la finalité des axes, des différentes hormones, les représentants locaux. Donc c'est pas que le central, hein. Il y a bien sûr le central en tant que tel, mais il y a la périphérie et dans tous les sens. Oui. Donc il y a la périphérie qui retentit sur le central qui retentit sur la périphérie et dans tous les sens. Oui. Donc c'est important d'avoir cette vision, encore une fois, systémique et intégrative, de manière à pouvoir réaborder la physiologie avec des notions, comment dire, globales, quoi, qui sont intéressantes. De régulation, d'où la plante, on revient à la plante, qui est tout à fait intéressante dans la régulation justement de ces différents éléments. Oui. Ouais, bah, merci pour cet échange. Moi, je dirais en conclusion que en fait, on a vu que la problématique, c'est pas la plante qui ne marche pas, parce que c'est un outil comme les autres, mais s'il fallait apporter un élément c'est qu'il faut réapprendre la physiologie et cet équilibre qu'on a perdu par rapport aux anciens et que maintenant on redécouvre avec justement tout un écosystème qui est en équilibre et cette adaptation qui est le propre de la vie et qui malheureusement n'est pas retranscrit dans la médecine actuelle et qu'on va plutôt transformer. Moi, je dis souvent, on est dans une médecine où notre corps humain a été transformé comme une machine. Oui, donc, on réfléchit comme une machine. Donc, il y a un problème, on change la pièce. On a quelque chose, on va mettre un petit pansement. S'il y a une fuite comme une voiture, on va réparer. Et alors qu'en fait, on peut pas changer un organe, on ne peut pas faire autre chose. Peut-être dans une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on pourra transférer notre corps avec l'IA dans un corps robotique. Mais comme on est humain et qu'on est en écosystème, si on n'est pas en harmonie, eh ben, il y a un déséquilibre et on paye forcément ce déséquilibre si on le modifie. Les médicaments qu'on prend actuellement, on va juste mettre un pansement et ça va s'accentuer, et notre corps, il arrive à s'adapter. Au bout d'un moment, quand il n'arrive plus à compenser, ben là, on se retrouve dans un état pathologique. Et c'est ça qui va être compliqué parce qu'après, on va essayer de trouver un autre médicament pour décompenser le déséquilibre numéro 2 et on va déséquilibrer d'une autre façon et de pire en pire. Et à la fin, il y a tout qui est défaillant, donc c'est trop tard. C'est une cascade sans fin, oui, bien sûr. Donc voilà. Bon, bah écoute, je te remercie pour ce super échange. Je mettrai un lien pour l'endobiogénie et aussi pour ton livre. Et merci pour tout. Allez. D'accord. Merci, et puis bon courage à tout le monde.